Voilà. Bonjour, chers auditeurs de Marketing TV Monde. Nous allons démarrer d'ici quelques minutes, le temps que les connexions arrivent. Voilà, merci. Voilà, c'est un peu chaud. Ouf. Voilà. J'essaie de prendre le train en route. Et d'enlever le son, bien sûr. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de son. Alors, on va essayer de partager rapidement. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Attendez, j'enlève le son ici. Bonjour à tout le monde. Voilà, on va essayer d'attendre juste quelques minutes pour démarrer, si vous me le permettez bien. Merci. Ok. Voilà, alors, je ne lis pas vos messages, je dis bonjour, j'espère qu'il y a des gens qui vous regardent directement. Attendez. Voilà, super. Voilà, alors, bonjour Saïdou Chafiou, je te remercie, j'espère que le mari se passe très bien. Bonjour Abdoulaye, mon grand ami, je te salue, voilà. Ben voilà, donc je salue ces deux amis. Alors, bonjour Jaina Leifal, je vous salue. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà. Si vous n'entendez pas très bien, je vous propose de me le dire en fait. Voilà. Bonjour le El Maestro, bon, Personal Branding Manager, Laïban Bassay, qui fait des très très belles choses, qui innove énormément. Le grand professeur Khalifa Diaby, qui nous a régalé d'une très très belle session sur notamment la promotion des ventes. Je voudrais vous saluer tous, notamment. Vraiment, je suis très très heureux de vous et c'est toujours un bonheur pour moi de vous rencontrer. Voilà, quelle que soit la situation, je prie quand je vous rencontre et
C'est un plaisir et un grand honneur. Voilà, bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la discussion sur notamment la qualité du service. Voilà. La dernière fois, je crois qu'on avait tenté de définir ce que c'est que la qualité du service et voir notamment la relation entre qualité du service et satisfaction du client. Voilà, bien. Si vous me le permettez, comme je suis le doyen, je voudrais juste faire un ou deux points, un point juste avant de démarrer le live. Voilà, bien. Le premier point que je voudrais dire, c'est d'abord remercier tous ceux qui partagent nos lives. C'est vraiment, c'est l'occasion de les remercier. Je crois qu'on ne les remercie pas assez. Je voudrais les remercier du fond du cœur, en mon nom et au nom de toute l'équipe. Toutes ces personnes qui reprennent les lives sur leur page ou sur leur réseau ou dans leur groupe et qui vraiment les partagent, je crois que c'est une très très grande générosité à saluer. Je voudrais les remercier très 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 sincèrement. Ça vraiment, je voudrais que vous entendiez ce remerciement-là. J'en suis très fier et très heureux. Pour les groupes dans lesquels nous, personnellement en tout cas, je partage des vidéos, je voudrais m'excuser quelquefois pour la gêne concernant certains groupes qui en réalité ne diffusent pas de vidéos. Voilà. Donc je voudrais m'excuser très sincèrement pour ça. C'est vrai que j'aurais demandé très gentiment à certains administrateurs de groupe d'envoyer un message privé pour dire nous ne partageons pas les vidéos, ça n'est pas partie de notre politique et tout le monde comprendra. Il y a la charmante Bijou Koné que j'ai jamais vue mais qui est géniale comme personne, qui a un groupe dans lequel je suis, qui travaille beaucoup sur l'environnement, le recyclage des déchets. Je me rappelle quand j'ai envoyé une première vidéo là-bas, elle m'a envoyé un message privé pour me dire « Monsieur Kane, vraiment, ce que vous faites est adorable, mais en fait, on ne partage pas ce genre de vidéos. » Voilà. Et ça, j'ai adoré. Et on a gardé de très, très bonnes relations. Et j'ai eu beaucoup plus de respect pour elle. Voilà. Et j'adore ce genre d'initiative. Voilà. Quelquefois, c'est mieux. C'est vrai que le fait de recevoir tout le temps des vidéos alors qu'on ne le sollicite pas, qu'on ne le souhaite pas, ça peut gêner. Et généralement, on le déclare, on le signale. Et après, ça vient aussi impacter négativement sur ce que nous faisons. C'est pourquoi désormais, je ne souhaite pas personnellement partager mes vidéos dans des groupes. Ceux qui voudront bien le feront. Voilà, ça évitera de gêner tout le monde. Voilà. Les vidéos que nous faisons, en tout cas en mon nom personnel, c'est pas pour avoir du buzz. C'est pas pour être connu. Je crois qu'il faut que ça soit particulièrement clair. J'ai enseigné pendant 20 ans, j'ai formé des milliers de cadres de ce pays. Je suis assez connu pour ça. L'autre aspect, c'est que je n'ai jamais eu de business qui est venu de Facebook. Facebook n'est pas pour moi un pourvoyeur d'affaires. Dans le travail que je fais, on est en B2B, on est en réseau. Et c'est grâce à sa réputation qu'on gagne des marchés ou des opportunités et c'est en réseau, c'est même pas public. Donc ça aussi, c'est des choses que je voudrais rappeler pour ceux qui pourraient penser qu'on partage pour avoir du buzz, c'est pas la peine. J'ai été l'année dernière corridor exposé dans un média sur toutes les télés du monde. Excusez-moi, c'est pas pour montrer que je suis important, je suis pas du tout important, je suis un petit, des gens sont 1000 fois plus importants que moi. Mais ce que je veux dire et le répéter, c'est que j'ai enseigné pendant 20 ans. L'année dernière, j'ai arrêté d'enseigner. Et ce que je veux, c'est que j'ai un savoir que j'ai et que je souhaite continuer à partager. C'est l'essentiel de l'idée de ce que je suis en train de faire. Je veux juste partager. En me disant ce que je sais, je peux le garder pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Si je peux encore contribuer, donner mon expérience, donner mes savoirs, partager, je le fais pour cette raison. Et il n'y a aucune autre raison derrière. Je voudrais que ça soit particulièrement clair. On a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent en savoir plus, qui veulent découvrir d'autres choses, qui veulent entendre autre chose. On se donne l'occasion de leur offrir ça. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais ça leur permet d'avoir d'autres points de vue, d'écouter d'autres choses ou de les voir sous un autre angle. Il y a beaucoup de professionnels qui sont même inscrits à des formations, mais qui n'ont pas le temps justement, et qui se disent, c'est peut-être l'occasion de regarder, d'échanger, de partager, etc. Et souvent, on a d'excellents feedbacks en termes de messages privés ou d'appels téléphoniques de gens qui disent qu'ils sont heureux de pouvoir gagner en expérience ou en savoir. C'est ce que je recherche personnellement. Parce que je ne suis pas un acteur politique, mais je suis un homme qui fait de la politique. Comment je fais de la politique? Je contribue selon mes moyens au développement de notre pays. C'est mon devoir, c'est le devoir de tout un citoyen sénégalais ou dans notre pays. Chacun doit, dans son pays, œuvrer pour le développement selon ses propres moyens et à son propre niveau. Voilà.
Ça, c'est vraiment la petite remarque que je voulais faire. Voilà, bien. Alors, j'ai ma sœur et quelques copines qui me disent, mais toi, tu te fais toujours, t'es un charmeur là quand tu fais tes émissions. Alors, à cela aussi, je voudrais apporter une petite réponse très très simple. Je ne suis pas un charmeur, je suis un homme casé, avec des enfants, avec une famille stabilisée. Je ne suis pas là pour chercher des copines. J'ai enseigné 20 ans sans avoir jamais eu de relation amoureuse, ni avec mes étudiantes, ni avec le milieu professionnel. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais démarrer à presque l'âge de 50 ans. Voilà, je ne recherche pas de copine ni rien du tout. Il faut que ça soit très très clair. S'habiller correctement, c'est un principe très important de notre métier. Dans le domaine du marketing, il est très important de bien se présenter. C'est vraiment élémentaire. Euh, Personnellement, tous les étudiants avec qui j'ai eu l'occasion de faire des cours le connaissent chez moi. Je déteste les gens mal habillés. Je déteste les gens incorrects. Il faut toujours s'habiller de manière formelle parce que c'est un élément important de notre travail. Que vous soyez manager ou représentant commercial ou tout autre, vous devez vous battre. Souvent, j'aime me plaindre, j'aime clasher un peu mes amis des autres secteurs ou en tout cas des autres domaines. Un ami comme Pape Dembolo, qui est un expert financier international, qui aujourd'hui maintenant se met en costard. Je lui fais, voilà, maintenant on vous a amené à montrer que ce n'est pas seulement les chiffres, il faut d'abord commencer par être attractif. Hein, parce que c'est ça qui donne envie de discuter, de dialoguer et d'arriver à un résultat. Voilà. C'est le cas des médecins. C'est le cas des ingénieurs. Tous ces métiers-là qui, en général, ne pensaient pas que s'habiller bien, c'était important. Aujourd'hui, tous les métiers s'habillent particulièrement bien. Parce que c'est un élément d'accueil. Quand on est bien habillé, qu'on parle bien, qu'on sourit, ça facilite la rencontre, ça facilite l'échange et ça crée une atmosphère positive. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais rappeler à l'intention de ma sœur et de ses amis qui pensent que je suis un grand charmeur. J'ai 50 ans, maintenant je suis complètement garé, je ne suis plus capable de rien, mais les jeunes qui sont derrière moi sont très 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 beaux, ils sont très 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 smart et je crois qu'ils feront l'affaire de toutes ces jeunes filles qui voudraient avoir un compagnon de qualité. Je m'excuse, je ne le dis pas par fierté ou par orgueil, je le dis pour une petite modestie pour que notamment on puisse particulièrement bien se comprendre. Voilà, bien. Alors, donc, l'échange d'aujourd'hui porte notamment sur la qualité du service. La semaine dernière, on avait tenté de définir ce que c'était la qualité du service en montrant que, en tout cas dans le domaine du marketing, il fallait distinguer deux niveaux de qualité, une qualité objective et une qualité subjective. La qualité objective, notamment, c'est la qualité des process, du système qui est mis en place pour respecter l'ensemble des procédures afin de pouvoir donner un service conforme aux attentes de la clientèle. Mais derrière, on s'est rendu compte qu'en matière de service, le système n'est pas un système fermé, c'est un système ouvert. C'est-à-dire que le client participe à la prestation de service. Et donc, la manière de participer du client, l'appréciation du client va être déterminante dans la qualité globale de la prestation. Et c'est pourquoi j'avais dit qu'il était important d'envisager aussi une autre dimension de la qualité, c'est-à-dire une dimension subjective de la qualité. Et ça, c'est très, très, très important. Nous tous, il nous arrive dans notre travail de faire le maximum qu'on peut, de fournir la meilleure qualité qu'on peut, les meilleurs efforts, mais le client participe mal. Et en ce moment, il y a une non-qualité. Et la non-qualité n'est pas due à notre prestation, mais elle est due à une mauvaise participation du client. Donc, quelquefois, ce qui est dû à ça, c'est parce que nous ne prenons pas totalement en charge les facteurs subjectifs du client, sa psychologie, notamment ses sentiments, son état d'âme, son niveau culturel. Si on ne le prend pas correctement en compte, il peut mal participer dans le service et nous serons redevables notamment de la mauvaise qualité du service. C'est pourquoi je dis que mettre en place tout un système de qualité, c'est excellent, mais intégrer les clients pour que la qualité puisse donner les meilleurs résultats, c'est encore mieux. C'est là qu'on arrive à avoir une qualité optimale. C'est pourquoi donc distinguons une qualité objective d'une qualité subjective, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour un client qui lui participe au processus de prestation du service. Donc ça, c'est vraiment la précision qu'on voulait apporter. On avait proposé une définition qui venait de Jacques Horowitz, que j'adore, qui disait que la qualité, c'est le niveau d'excellence que l'entreprise a décidé de choisir pour satisfaire sa clientèle cible, mais c'est aussi la mesure dans laquelle elle va notamment se conformer du moins à ces exigences de qualité. Et j'avais dit qu'il était important de comprendre que les niveaux de qualité dépendent de la clientèle d'abord. Donc il y a une enquête qu'on fait auprès de la clientèle, enfin une étude, c'est pas seulement l'enquête. Les facteurs qualitatifs sont très déterminants en matière de service. Voilà. Ensuite,
sur les exigences du client ou sur les demandes du client, l'entreprise va faire son arbitrage en fonction de deux critères très importants. Il faut que la demande du client soit une demande solvable, donc qu'il soit prêt à payer pour le niveau de qualité qu'il veut. Et deuxième élément, il faudrait ce qu'on appelle une capacité rentable, c'est-à-dire que l'entreprise puisse lui servir ce niveau de qualité en ayant la capacité de le faire, et deuxièmement, en étant beaucoup plus rentable. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, c'est pas du tout souhaité de proposer un niveau de qualité parce qu'il y aura une défaillance, parce que soit le client ne peut pas payer, soit l'entreprise ne peut pas fournir le service de la meilleure manière. Voilà. Et je vous rappelle que le point clé de la stratégie de service, ce n'est pas d'avoir des niveaux de qualité importants ou d'offrir des niveaux de prestations très importants. Ce n'est pas ça l'axe stratégique. L'axe stratégique, c'est d'offrir une régularité dans la qualité du service. Ce n'est pas d'offrir un niveau de qualité supérieur. C'est la régularité. Et ça, c'est extrêmement important parce que le service se traduit chez le client par une expérience, un ressenti vécu. Et ce qu'il voudrait, c'est que l'expérience, le ressenti soit homogène dans le temps et dans l'espace. On avait traité cet aspect notamment ou ce facteur de conformité qui est très important aussi bien dans le temps que dans l'espace parce que ça, c'est aussi naturel parce que vous faites un engagement, une proposition, une promesse au client, il est important de le respecter et dans le temps et dans l'espace. Voilà, bien. On avait parlé de la satisfaction en montrant que faire de la qualité ne suffit pas pour satisfaire les clients et que les facteurs individuels étaient très importants à prendre en considération, que le fait de vouloir se différencier pour faire des innovations devait se faire sur la base d'abord notamment d'un travail de conception en amont où on inclut les clients. Il faut vraiment inclure les clients en amont dans le travail de conception de vos nouveautés et de validation de vos nouveautés. Sinon, vous allez faire des innovations en laboratoire et quand vous les mettez sur le terrain, vous risquez de passer à côté. Et ça, c'est très important. J'ai donné la dernière fois beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont fait des innovations dont l'idée était très belle mais qui, à l'arrivée, n'ont pas été des succès. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et n'oubliez jamais que on en reparlera lors de notre prochaine session sur l'évaluation de la qualité des services. Le facteur qualitatif est très important dans l'analyse des clients en matière de service. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un ressenti, c'est une expérience. D'accord ? Je crois aussi qu'on a montré que, notamment en matière de service, le client fait toujours de la montée en gamme et qu'à chaque fois qu'il rencontre quelque chose de meilleur ailleurs, il peut vous l'imposer. Donc, il est important de pouvoir faire de la veille concurrentielle et de s'adapter de manière continue aux progressions ou à l'évolution de votre clientèle. Voilà, bien. Donc, aujourd'hui, nous allons juste prendre un peu de temps pour discuter d'un aspect qui est quand même très important. Comme je vous l'ai dit, c'est les enjeux du management de la qualité des services. En matière de produits, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Je veux dire... les produits sont physiques. On peut mettre en place un système d'assurance qualité, définir notamment un référentiel. Sur la base du référentiel, on va faire notamment un système d'assurance qualité. C'est-à-dire on va contrôler la conformité du produit selon notre référentiel à chaque étape de la production. Quand il y a des déchets, on sort les déchets, on les recycle, on continue le processus. À l'arrivée, on fait ce qu'on appelle une inspection où notamment on contrôle a posteriori pour être sûr que le produit fini est conforme au référentiel de départ. Et c'est ensuite maintenant que le produit sera stocké, ensuite vendu. C'est génial en matière de produits. Et vous avez vu en matière de production, notamment industrielle, ça pour les produits, notamment l'essentiel des déchets sont des déchets qui peuvent être recyclés. Ce qui n'est totalement pas le cas pour les services. En matière de services, quasiment aucun déchet n'est recyclable. Voilà. Et Jacques Horowitz disait avec beaucoup de sourire en disant qu'en matière de services, le déchet, c'est le client mécontent. Et le client mécontent, on ne peut pas le jeter à la poubelle. Et ça, c'est important. Il est quasiment impossible de recycler. Vraiment, ça, c'est un gros problème. Et l'autre aspect, on le verra tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de contrôle a posteriori dans le système de management de la qualité, notamment des services. Il n'y a que le contrôle a priori. On peut juste mettre en place un système d'assurance, mais le contrôle, l'inspection a posteriori est complètement impossible en matière de service, parce que comme on le disait, l'inspecteur de la qualité des services, c'est le client, parce que c'est lui qui est justement celui vers qui on va faire la prestation en temps réel. Et c'est lui qui dira si la prestation est bien faite ou est mal faite, mais personne ne peut vérifier si au moment de la prestation de service, tout se passera exactement comme il faut. Ça, c'est impossible. C'est le client en temps réel qui va être l'inspecteur du service. Alors, maintenant,
Concernant le management de la qualité des services, il y a beaucoup de différences par rapport au management de la qualité des produits. Et il y a quelques éléments à prendre en considération, 9, 10 points ou plus environ, et qui sont importants à prendre en considération, notamment dans la mise en œuvre de son système qualité ou tout simplement de sa démarche qualité, avec comme idée de faire le minimum de défauts possible, de faire le minimum d'erreurs possible afin d'optimiser la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Voilà. Le premier point sur lequel je voudrais donc discuter, c'est qu'en général, les services présentent un plus grand nombre de caractéristiques que les produits, et surtout des caractéristiques visibles. On considère généralement que le nombre de caractéristiques observables pour un produit par rapport à celles liées à un service est de l'ordre de 1 à 10. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire, quand vous voyez un produit, vous voyez que le produit intrinsèque qu'on vous a donné. Okay? Il n'y a rien de plus. On vous donne le produit avec son emballage. En matière de service, le client, il ne voit pas seulement ce que vous lui donnez, il voit tout. Okay? Quand vous entrez dans un restaurant, vous ne voyez pas que, notamment, ce que le serveur vous apporte. Vous voyez tout. Vous voyez les autres clients, vous voyez la table, vous voyez l'ambiance, vous voyez comment est-ce qu'on traite les autres clients, vous voyez quelquefois même les cuisines, vous voyez quasiment tout. C'est pourquoi on dit que l'ordre de la visibilité sur notamment le produit et le service, la visibilité sur les caractéristiques des produits est 10 fois moins importante que celle des services parce que dans le service, justement, les clients, quasiment, ils voient tout. Quand vous allez dans une banque, vous voyez tout, quasiment tout, j'allais dire. Vous allez à la Senelec, c'est le même cas. Vous allez dans une agence de la Poste, c'est le même cas. Généralement, vous voyez énormément de choses qui ne sont pas directement liées à la prestation qu'on vous offre. Et bien sûr, plus le client en voit, plus il y a des risques de non-satisfaction. Okay? Pierre Aiguier et Éric Langeard, quand ils ont présenté justement le système de serviction, ils ont bien montré le risque lié à la présence simultanée de plusieurs clients dans un même espace, en montrant qu'il peut y avoir un effet de contamination. C'est-à-dire quand vous avez deux clients qui achètent deux services différents dans un même espace fermé, le client qui achète un autre service qui est mal servi peut râler et contaminer le client qui achète un autre service. Voilà, donc ça, c'est les éléments qui peuvent arriver et qui sont très importants à prendre en considération. Et ça montre qu'en matière de service, la satisfaction ne peut être ni partielle ni partiale. C'est très important. Ce qui se passe généralement dans justement beaucoup d'entreprises au Sénégal et beaucoup de structures publiques aussi, c'est justement ce favoritisme-là qui est lié à ça. Il y a un favoritisme souvent qu'on fait. Et le favoritisme en matière de service, généralement, vous ne pouvez pas le faire de manière vraiment fermée, quoi. Les autres clients vont voir. Quand, par exemple, vous dites à un client, il y a un système de gestion, par exemple, de la file d'attente, et qu'un de vos parents ou de vos amis arrive et que vous le traitez différemment des autres, vous lui donnez un passe-droit, les clients qui sont là voient que vous lui avez donné un passe-droit. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à râler. Hein, parce que justement, lui, il ne voit pas que la prestation qu'on lui donne, il voit aussi la prestation faite à d'autres. Voilà. C'est le même cas quand vous traitez mal un client, les autres clients peuvent aussi se rebiffer et notamment déclarer leur insatisfaction par rapport à ce que vous faites. Donc ça aussi, c'est très important. C'est un premier point très important. En matière de service, le nombre de caractéristiques visibles est 10 fois plus important que le nombre de caractéristiques visibles du produit. Donc en matière de service, il faut vraiment faire tout pour que l'approche qualité soit la même pour tout le monde, pour toutes les personnes appartenant au même segment, notamment au même segment de marché. Voilà, bien. Deuxième élément à prendre en considération dans le management de la qualité des services notamment, c'est que le client a tendance à s'attarder sur les éléments les moins satisfaisants du service. Okay? Et dans ce cas, il est particulièrement ardu d'obtenir des taux de satisfaction très, très élevés en matière de service. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en matière de service, justement, il faut avoir des petits taux, on en reviendra. Pour être très bon en matière de service, il faut avoir des taux extrêmement élevés. Ça, c'est absolument clair. Mais quand un client va dans une entreprise de service, il ne regarde pas ce qui marche. C'est comme disent certains journalistes quand on les attaque, ils disent ce qui nous intéresse, ce n'est pas les trains qui arrivent à l'heure, c'est justement les trains qui sont en retard. Voilà. Alors, c'est très important de voir que le client, ce qui l'intéresse, c'est justement les trains qui arrivent en retard. Nous tous, nous l'avons observé en tant que prestataire, mais si nous sommes aussi de bonne foi, nous pouvons l'observer pour nous aussi en tant que clients. Généralement, quand on va quelque part, on fait attention, très attention à ce qui est mal fait et même quelquefois à des petits détails. Hein. Vous m'aviez dit 15 minutes, ça fait 17 minutes maintenant, des trucs comme ça. Voilà. Hein, vous aviez dit que c'est ça, c'est un peu plus court, plus long. On est sur des détails. Et généralement, quelquefois, ça peut énerver le personnel en contact avec la clientèle. Voilà, bien. Mais ce que je veux juste dire, c'est que
cette attitude de la clientèle est une attitude qui est totalement justifiée. C'est une attitude qui est acceptable, c'est une attitude qui est parfaitement normale. Je l'ai redit la dernière fois et je vais le redire aussi. Quand un client vient, vous lui vendez 100 francs, vous lui proposez un service à 100 francs, ne lui donnez pas un service à 90 francs ou à 80 francs ou à 70 francs. Il ne sera pas content. Voilà. Je prends un exemple très simple. Quand je vais, par exemple, chez mes amis de Radisson, qui sont très, très gentils, où je crois le café expresso, comme on l'aime bien, je crois qu'il coûte 3500, je crois. J'espère qu'ils vont me rectifier si ce n'est pas le cas. Imaginez, chez vous, le café, vous le prenez en espresso avec tout ce qu'il faut, il vous revient maximum à 400 ou 500 francs. Ben, eux, ils vous le vendent à 3500. Donc 3500, ce n'est pas seulement un café. C'est le cadre, c'est l'accueil, c'est l'attention, c'est tout ça. Donc quand vous me dites que le café coûte 3500, alors que moi, chez moi, je peux l'avoir à 400 ou 500 francs, c'est 3000 francs de plus. C'est 3000 francs de plus que moi, j'ai accepté en tant que client. Je sais que ces 3000 francs-là, ça veut dire quelque chose. Voilà. Maintenant, si, heureusement que ce n'est pas le cas au Radisson, le service est impeccable là-bas, mais imaginons qu'il y ait un Mohamed Khan qui vienne être serveur là-bas, qui ne sourit pas aux clients, qui ne veut pas leur donner assez d'attention, qui ne leur offre pas un petit chocolat, par exemple, avec le café, qui n'est pas rapide quand je lui demande de venir, qui n'écoute pas tellement bien mes choix, qui prend du temps pour me servir alors que je suis pressé, etc. Ou bien qui m'installe dans un lieu que j'aime pas parce que je lui avais demandé un autre lieu et qui m'a dit que ce n'était pas disponible, etc. Ben forcément, je vais râler. Je ne vais pas être content parce que 3000 francs, ce n'est pas 2 francs quand même. C'est 3000 francs que j'ai mis, c'est justement pour avoir tout ce service, tout ce cadre, tous ces avantages. Donc le seul fait de me refuser un aspect ou de ne pas faire un aspect du global service, ben forcément, ça va apporter une insatisfaction. Donc, quand vous dites aux clients, venez chez nous, on vous invite, vous serez bien reçus, il y a un accueil de qualité, on vous traite dans les temps, etc., dites-vous très très bien que vous n'êtes pas dans une relation personnelle. Hein. C'est vrai que dans les relations amoureuses, Enrico Macias, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, disait dans une chanson, quand les amoureux se versent l'espoir, ils s'amusent sans le savoir. Mais bon, ça les vieux connaissent. Okay. Donc, en matière d'amour, on peut se faire des promesses pour le plaisir. En matière politique, je crois qu'ils se disent que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais en matière de service, en matière donc commerciale, les services engagent ceux qui les donnent. C'est très important de savoir que quand vous faites une communication, cette communication vous engage. Il ne faut pas aller dire après aux clients, oui, mais vous savez, on l'avait dit, mais on a beaucoup de clients, on n'a pas le temps, on manque de personnel. Non. Si vous manquez de personnel ou si vous n'avez pas le temps, faites une communication sur vos réseaux sociaux ou à travers le marketing direct pour dire aux clients, le service sera réduit, etc., comme beaucoup d'entreprises le font. Mais si vous ne dites rien et que je viens, vous me mettez le full tarif et que derrière le service n'est pas au rendez-vous, je ne serai pas du tout content. Donc je voudrais que nous acceptions que les clients se plaignent en évitant de dire dafa métier, comme on dit chez nous, il est difficile, il est compliqué, on ne veut pas le voir. Non. Le client, quand il se plaint, généralement, c'est parce qu'il a raison. Et évitons aussi à midi dans les restaurants d'être là, à passer notre temps à médire les clients. Parce que souvent, toute la médisance que nous faisons sur nos clients, ben après nous-mêmes, on se plaint des mêmes choses que les clients font chez nous, mais nous, on fait la même chose aussi dans toutes les entreprises où les gens se plaignent, ou bien vous-même vous plaignez parce qu'on ne fait pas attention à vous. Et pourtant, dans votre job, ce que le client demande, vous ne voulez pas le faire pour lui. Donc, soyons beaucoup plus empathiques, les amis, pour pouvoir apporter plus de satisfaction. C'est un élément déterminant à prendre en compte dans votre démarche qualité. Voilà. L'autre aspect, le troisième point, c'est le risque d'insatisfaction qui augmente considérablement au fur et à mesure que s'accroît le nombre de paramètres de la qualité. Okay? À titre d'exemple, une étude qui a été faite aux États-Unis et en Angleterre a montré que si l'erreur est de 1% sur 10 critères de service, 1%, s'il y a 10 critères de service, avec 1% d'erreur, vous créez 11% de clients insatisfaits. D'accord? Si l'erreur est de 5% sur 10 critères, vous créez 31% de clients insatisfaits. Si par contre, vous avez 100 critères de qualité et qu'il y ait 1% d'erreur sur les 100 critères de qualité, vous engendrez 61% de clients insatisfaits, avec 1% d'erreur. 61% de clients insatisfaits. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas mettre plusieurs normes? Si, il faut mettre autant de normes qu'il faut. Sauf que l'enseignement qu'on retient de ça, c'est tout simplement que le service est global. Ces statistiques-là sont liées justement à la visibilité des paramètres de prestation du service.
Quand vous faites du service, tout est visible. Et le client, tous les éléments qui peuvent le rendre insatisfait sont extrêmement nombreux, d'où l'importance de faire attention à tous ces éléments. Ça, c'est un premier point sur lequel il faudrait faire donc très attention, je viens de le dire tout à l'heure. Voilà. Un deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas aussi être un qualitiste, si je peux me le permettre. Il y a des gens qui pensent que pour faire de la qualité, il faut mettre des dizaines, des centaines de normes et que tout doit être normé. Non. Si vous normez tout, vous transformerez vos collaborateurs en robots et les clients en seront d'autant plus insatisfaits. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller dans une entreprise de service, moi ça m'est déjà arrivé, et je suis sûr que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, d'aller dans une entreprise de service où vous avez l'impression d'avoir affaire à des robots, quoi. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, attendez, voilà, le délai d'attente est de 5 minutes. Voilà, merci monsieur. Voilà, merci, c'est votre tour. Veuillez vous asseoir monsieur. Bien, comment appelez-vous? Vous avez l'impression que vous avez des robots devant vous. Et réellement, on ne vous laisse pas le choix parce que la personne qui vous parle est complètement sous le stress des normes de service. Donc, il est important, dans la détermination de nombre, de pouvoir conjuguer à la fois la nécessité de l'humain, de l'affectif, du psychologique, du culturel, que ça soit lâché pour que le client se sente à l'aise. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Mais deuxième élément aussi, il est important de prendre en compte la nécessité de respecter ce qu'on appelle le système de serviction, c'est-à-dire le système de production du service. Parce que les normes de qualité sont adossées au système de serviction. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, bien. Maintenant, quand on vous dit que 1% d'erreur crée 10% ou 31% de clients insatisfaits, c'est tout simplement que quand vous avez des critères et que vous faites 1% d'erreur sur chaque critère, les clients qui sont là, quand vous faites 1% d'erreur, ben généralement, ça emporte quelquefois une insatisfaction globale. La dernière fois, je vous avais dit que la qualité du service, elle est totale ou elle n'est pas. Ça, je crois que je l'avais dit. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de demi-mesure en matière de qualité et qu'il ne faut pas se contenter de dire que nous avons 98% de réussite sur 20 critères, mais il y a 5 critères sur lesquels nous avons que 10 à 20% de satisfaction. Ce n'est pas bon. Si vous avez 10% ou 20% de satisfaction sur 10 critères, alors que sur les 20 autres, vous avez 98%, ben c'est absolument nul. Ce n'est pas bon du tout. Il faut avoir les meilleurs taux de réalisation possible. Voilà. Les grandes entreprises, si on peut en parler, on en parlera rapidement tout à l'heure, les grandes entreprises ont justement cette culture de niveau de satisfaction élevé, en se disant que la satisfaction, c'est minimum dans les 95, 98, 99%. Parce qu'en deçà de 80% de satisfaction, vous allez complètement à la perte, parce que vous avez 20% de clients insatisfaits qui font du bouche à oreille, notamment dans un ordre de 1 à 10 par rapport aux clients satisfaits. Donc vous regardez en peu de temps, notamment les tendances peuvent être complètement renversées et vous risquez de ne pas voir de nouveaux clients, voilà, ou perdre la satisfaction des clients. Voilà. Bien. Alors l'autre aspect, c'est que plus un service comporte d'éléments de prestation, plus le risque d'erreur est élevé et plus grand est le risque de mécontenter le client. Voilà. Alors, c'est vrai, beaucoup d'entreprises se disent il faut qu'on donne beaucoup de prestations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à chaque fois que vous augmentez vos prestations, c'est le nombre de prestations que vous faites aux clients, débrouillez-vous pour réellement mettre les mêmes standards ou les mêmes niveaux de qualité et battez-vous pour que le niveau de qualité sur lequel vous vous êtes engagé sur votre service de base soit respecté sur l'ensemble de vos nouvelles activités. Il ne faut pas, comme disait le DG de Caterpillar, il ne faut pas avoir d'activité orpheline en disant sur temps, c'est très important pour nous, on met de la qualité. Sur le reste, comme c'est gratuit pour les clients, ben, on ne fait pas de qualité. Non, la qualité, elle est totale ou elle n'est pas. Ça, il faut vraiment le savoir. Bien. Donc, plus vous avez de prestations, plus vous avez notamment de risques d'insatisfaction du client. C'est pourquoi aussi, une des solutions dont j'avais parlé la dernière fois, c'est de pouvoir faire notamment du self-service. À chaque fois que sur une prestation, vous devez faire plusieurs prestations et que sur certaines prestations, le client a les compétences de le faire lui-même, de grâce, déléguer ça au client, ça lui fait du service. Aujourd'hui, c'est comme chez les repas, on avait donné l'exemple des hôtels ou des restaurants, etc. C'est le cas aussi notamment de plusieurs activités pour lesquelles de plus en plus il y a une automatisation, que ce soit des distributeurs de billets, des distributeurs de boissons, enfin bon, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des automatisations pour lesquelles on peut laisser le client lui-même faire le service, faire sa propre prestation. Ça permettra en cas de problème de ne pas se retourner contre vous, mais de comprendre que c'est lui qui a mal agi et ça vous permet d'avoir moins d'insatisfaction. Voilà, bien. L'autre aspect important, c'est que
Le service a la particularité d'être fabriqué et consommé en même temps. Ça, c'est vraiment un aspect très important. C'est le point que je soulignais tout à l'heure, en disant qu'en matière de service, on peut faire un contrôle a priori, mais on ne peut pas faire de contrôle a posteriori. Pourquoi? Parce que le client participe à la prestation de service. Tucker et Langlois, qui ont écrit cet excellent livre qui s'appelle Le marketing des services, le défi relationnel, un excellent bouquin que je recommande à tout le monde, et un document sur lequel la plupart des auteurs qui traitent du marketing des services s'inspirent d'ailleurs, donc ça je voulais vous le dire, je crois qu'il a été édité pour la première fois en 1992, voilà. Je remercie tous les Canadiens parce qu'ils sont très bons aussi, autant Tucker et Langlois que Eglier et Lanchard sont tous des Canadiens, donc je les remercie aussi pour tout ce qu'ils ont apporté au marketing des services, voilà, bien. Tucker et Langlois disaient que il faut considérer le client comme un employé à temps partiel. C'est très important, un employé à temps partiel. Pourquoi cette idée d'employé à temps partiel? Parce que le client participe dans la prestation. S'il participe mal, on a une mauvaise qualité de service. Si on se dit, c'est un client, il peut faire ce qu'il veut, ben on s'en sortira jamais. Parce qu'on va se battre et à l'arrivée, toujours il y aura de l'insatisfaction ou de la non-qualité. Pour garantir la qualité, on va se dire, ok, on se prépare très bien, de manière parfaite nous-mêmes, mais on va aussi préparer le client pour qu'il participe bien. Cette idée de préparer le client va se décliner par notamment le recrutement et la formation du client. Je dis que quand vous avez des clients, il faut les recruter. Ces clients, on les choisit. En matière de service, on choisit ces clients. On exclut les clients qui ne sont pas aptes à bien participer au service. Voilà, ça c'est très important. Quelquefois, vous avez des clients qui sont riches, qui ont de l'argent, mais qui ne respectent pas les paramètres de base pour participer au service. Pourquoi les garder? Ils vont vous apporter peut-être quelques sous, mais ils vont passer leur temps à râler et à notamment même indisposer vos autres clients. Pourquoi? Choisissez les clients qui sont capables de bien participer à votre service. Ça, c'est un point important. Je l'ai toujours dit, en marketing, on recherche des clients tous les jours. C'est ça notre job. Mais on a une exigence de nous débarrasser des mauvais clients. Les mauvais clients, on ne les garde pas. On s'en débarrasse. Ça, c'est un principe important dans le marketing et dans le commercial. Je le dis pour les représentants commerciaux, il y a des mauvais clients. Les mauvais clients, on s'en débarrasse. En matière de service, même chose. Vous avez des clients qui se comportent toujours mal, qui ne respectent jamais les règles, qui parlent très mal, qui indisposent toujours les autres clients. Quel que soit leur pouvoir financier, il faut savoir leur dire « Merci monsieur, on ne peut plus vous accueillir chez nous. » Voilà. Parce que ce qu'ils vous apportent, ben, c'est plus petit que ce que vous perdez avec les autres clients qui ne viennent plus chez vous parce qu'ils vivent une mauvaise expérience en raison d'un mauvais client. Donc, en service, on choisit ses clients. Recrutement du client. Deuxième élément, on forme ses clients. On les forme. Quand vous avez des clients, formez-les. Voilà. Et pour les former, vous avez tout le système tout le marketing digital qui est là pour ça. Vous avez les emailing, vous avez tout le social media, c'est-à-dire tout ce qui est les réseaux sociaux pour discuter avec eux, échanger avec eux, leur donner des idées, leur envoyer des vidéos, etc. et tout. Vous avez tout le système d'information et de communication à l'intérieur de votre activité. Les serveurs, les agents d'accueil, tous ces gens peuvent toujours informer les clients, les sensibiliser, leur donner les bonnes informations, etc. pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux s'adapter. Parce que c'est comme je l'ai dit, quand on donne une information à quelqu'un pour dire c'est ça l'information, par exemple il est interdit, excusez-moi, de fumer chez nous, ben vous allez voir des gens qui vont tenter de fumer. Vous allez voir des gens qui vont dire c'est interdit de fumer, d'accord, mais il y a un petit coin ici, hein, voilà, il va fumer à côté et sa fumée va revenir sur les clients. Voilà. Alors que quand on communique, il est toujours important de respecter, en tout cas quand on fait la communication interpersonnelle dans le but de convaincre quelqu'un, il est important d'utiliser la hiérarchie des effets, à savoir la méthode AIDA. Il est important de dire au client, justement, monsieur, nous avons, il est interdit chez nous de fumer. Voilà, ben, pour une raison très simple. D'abord, il y a une loi, notamment du Sénégal, qui interdit, notamment aux établissements qui reçoivent du public, d'autoriser les gens à fumer. Et vraiment, c'est assorti de plusieurs sanctions, aussi bien pour l'hôtel que pour le participant. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons des clients qui généralement sont malades ou viennent avec des enfants. Vraiment, ça nous pose une vraie difficulté. Voilà. Je comprends très très bien votre envie de vouloir fumer, mais voudrez-vous bien juste... écoutez, je vais vous offrir des bonbons, voilà, et on va essayer peut-être à la sortie, certainement que vous aurez l'occasion de pouvoir fumer, ou vous pourrez tout simplement sortir, faire une petite pause cigarette, on va vous trouver un coin juste à l'extérieur, et puis vous reviendrez, voilà. Là, le client, il ne va pas chercher à déroger à la règle, parce qu'au-delà d'écouter, il a compris. C'est important de passer les 3 étapes, cognitif, affectif, conatif. Mais si vous donnez une information au client en lui disant chez nous, c'est 24 heures, point.
C'est 12 heures, point. Attendez qu'on vous livre, ne posez pas de questions. On a pris en charge votre demande. Monsieur, ce n'est pas la peine de nous rappeler, on va venir, etc. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Formez-moi, motivez-moi. C'est important de, donc, informer, de sensibiliser et d'impliquer le client. Ça, c'est 3 aspects très importants qui vous permettent de pouvoir amener le client à bien participer parce qu'il connaît, à bien participer parce qu'il est motivé, à bien participer parce il se sent lui-même impliqué dans la réussite des transactions ou de la prestation que vous êtes en train de faire. Donc ça, je le rappelle pour moi et pour vous. Voilà, donc c'est un élément important à prendre en considération. Voilà, donc aujourd'hui, je suis du côté des clients, hein, voilà, mais ils ont toujours raison. Alors, l'autre aspect, c'est que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les déchets ne sont pas recyclables. Voilà, on ne peut pas recycler les déchets en matière de service. Et le déchet, comme disait Ovid, c'est le client insatisfait. Quand un client insatisfait, c'est lui le déchet. Et malheureusement, on ne peut pas le jeter, on peut juste le recycler, mais à quel prix? À quel prix? Ça coûte extrêmement cher de recycler un client insatisfait. C'est un peu justement les coûts de non-qualité. Quand vous avez un client qui a été mal servi ou dont on ne s'est pas bien occupé, où il y a eu des erreurs majeures, ce client-là, vous ne pourrez plus le prospecter. Parce que la prospection, c'est pour ceux qui n'ont jamais été vos clients. Mais un client mécontent, ben, on va le reconquérir. Et quand on le reconquiert, ça coûte cher. Ça va être, ben, écoutez monsieur, oui, il s'est trompé, c'est pas méchant. Ben, écoutez monsieur, on vous offre le dessert, on vous offre le café. Imaginez, vous commencez à offrir pour essayer d'atténuer l'insatisfaction du client. Ou bien s'il s'en va parce qu'il est énervé, vous êtes obligé de lui envoyer une invitation pour lui dire on vous invite avec votre épouse pour un dîner gratuit, des trucs comme ça. Ça coûte extrêmement cher. Voilà. Donc, il est important de prendre en considération le fait que à chaque fois que vous faites une petite erreur, ça peut coûter, l'erreur là peut vous coûter 10 ou 20 ou 30 fois son coût réel, notamment parce qu'il sera important d'aller ramener le client. Et le déchet en matière de service, c'est justement le client. Voilà, bien. L'autre point qu'il est important à prendre en considération, c'est qu'en matière de service, le client n'a pas la possibilité de tester le produit avant de l'essayer. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème, voilà. Alors, sur ce point, je voudrais d'abord rappeler la nécessité d'optimiser votre communication sur votre activité de service. C'est un point très important. On ne communique pas sur un service comme on communique sur un produit. Un produit, on peut en dire tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que les caractéristiques du produit sont stables. Donc, c'est du matériel. Vous avez les caractéristiques, vous avez contrôlé en amont tout, vous savez que c'est conforme, vous le mettez sur le marché, donc vous maîtrisez bien tout ce qu'il y a sur votre produit. Et qu'en tout temps et en tout lieu, les clients peuvent le vérifier, notamment parce que les promesses seront toujours au rendez-vous. En service, ce n'est pas le cas. En service, le client ne peut pas être sûr que ce que vous lui dites se déroulera comme ça. C'est pourquoi, en matière de service, dans les communications, on privilégie la communication testimoniale. C'est très important, la communication testimoniale. Testimoniale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la meilleure communication, c'est communiquer à partir des témoignages des clients. C'est très important de partir des témoignages des clients. Aussi bien les témoignages positifs que les témoignages négatifs. C'est très important ces deux-là. C'est vrai que bien sûr, on fera 98% de témoignages positifs, mais mettons 2% de témoignages négatifs. C'est important que les clients sachent que nous ne sommes pas parfaits. C'est important que les clients aussi, quelquefois, voient le témoignage de gens qui peuvent le rassurer et l'aider à faire un meilleur choix. Parce que quelquefois, le client qui a mal choisi, justement, ou qui a eu une mauvaise expérience, c'est peut-être parce qu'il n'a pas respecté les normes de prestation du service ou les normes de consommation du service. Voilà. Vous le voyez tout le temps sur vos applications parce qu'ils sont très... quand vous allez par exemple sur le Play Store, ils vous donnent tous les avis des clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et justement, ceux qui gagnent le plus, c'est pas ceux qui ont... ceux qui gagnent le plus, c'est pas ceux qui ont le plus de réponses, d'avis positifs. Ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui savent répondre aux clients qui ont des avis négatifs. Parce que c'est ça le challenge. Quand le client dit, bah écoutez, moi le produit je l'ai essayé, ou bien votre service, j'ai essayé, mais il y a eu tel problème, tel bug, etc., etc. Et là, quand vous êtes réactif en répondant, en expliquant au client, ou en lui disant, bah écoutez, revenez vers nous, et après en disant, nous avons changé, est-ce que vous êtes satisfait, et que le client dise, oui, je suis satisfait, c'est là que c'est très important. Donc, faites
de la communication testimoniale. Il n'y a rien de tel qu'un client qui parle de sa propre expérience. Ça, donc, c'est un premier point que je voulais vous donner, parce que quand le client choisit un service, un des éléments clés sur lesquels il va se baser, c'est le bouche à oreille. Qu'est-ce qu'on lui en a dit? Et justement, en faisant de la communication testimoniale, vous allez préempter un préjugé positif auprès du client. Deuxième élément très important, ne faites pas de promesses surréalistes et ne montrez pas au client, notamment, votre idéal. Quand vous dites au client à qui vous servez que chez nous c'est idéal, il n'y a pas d'erreur, tout le monde sourit, c'est parfait, vous créez chez le client un rêve. C'est pourquoi quand il vient et qu'un des éléments de ce rêve n'existe pas, il va se plaindre. Parce que c'est vous qui lui avez dit que je vais vous enchanter, je vais vous amener dans le monde de Disney. Arrivé chez vous, il trouve le monde de la réalité, il ne sera pas du tout content. Donc, aujourd'hui, les bonnes entreprises qui font des services, autant ils mettent en scène leur activité en montrant tous les points positifs, mais de temps en temps, ils mettent des petites campagnes où ils mettent en évidence quelques erreurs ou quelques difficultés qui sont rencontrées avec la clientèle en montrant comment ils l'ont surmonté ou comment le client lui-même les a surmontés. Et ça permet de vous rendre humain. Parce que c'est ça l'idée, rendez-vous humain. L'erreur est humaine. Parlez un peu quelquefois de vos erreurs et comment est-ce que vous avez surmonté ces erreurs pour que le client soit rassuré. Mais si vous dites tout est parfait et que le client vient, il se rend compte que tout n'est pas parfait, ben bonjour les dégâts, ça fait de gros problèmes. Voilà, bien. Un dernier point notamment, c'est justement que un dixième point, je crois que c'est le dixième point. Laissez-moi voir les points. Donc, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est le dixième point. Donc, le dixième point, c'est le fait que, notamment, c'est le problème de la conformité du service dans le temps et dans l'espace. Je l'avais dit. Quand vous avez une prestation de service, ceux qui font quand c'est des personnes, bien sûr, qui font la prestation, ben, c'est des êtres humains. Et les êtres humains ont un rythme biologique. Je dis souvent aux gens qui travaillent dans le service, et c'est un conseil que je donne à tous ceux qui travaillent dans le service, ne restez jamais 2 heures de temps assis. Ne le faites jamais. C'est un conseil que je vous donne. Peut-être que les médecins ne disent pas la même chose. Excusez-moi, il fait un peu chaud quand même. Voilà, c'est ça, c'est votre serviteur. Excusez-moi. Donc, ne restez jamais 2 heures de temps assis. Quand vous vous asseyez 2 heures de temps sans bouger pour faire des travaux, c'est ça qui vous donne toutes ces maladies-là qui sont liées à votre colonne vertébrale. Les migraines et tous ces problèmes, ces maux de dos, etc. Ça n'en vaut pas la peine. Faites un truc très simple et négociez ça avec votre équipe. Toutes les 1 heure, levez-vous, faites, même si c'est 5 minutes, marchez 10 pas, 20 pas, allez faire votre petite pause café, etc. Juste 2-3 minutes. Partez, revenez. Organisez-vous entre vous, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas des gens absents en même temps. Mais 2-3 minutes, ce n'est pas important. C'est juste peut-être le délai de traitement d'un client. D'accord? Faites-le, ça vous permet chaque heure de vous lever 2-3 minutes et de revenir à votre poste et donc de vous étirer un peu. C'est très important pour votre santé. Ça, je vous le conseille fortement. Quand on vous donne la pause à midi ou à 13 heures, de grâce, allez prendre la pause. Prenez-la. Et quand vous prenez la pause, ne l'utilisez pas pour aller dire je vais faire des courses, etc. Non, la pause c'est pour se reposer. Pourquoi? Parce que vous avez encore 3 heures à 4 heures l'après-midi. Ça va être extrêmement dur et vous êtes un être humain. Si vous ne reposez pas 1 heure de temps, ben l'après-midi, vous ne pourrez pas avoir le même punch pour donner la même qualité de service. Donc souvent, faites comme font mes parents serrères. Ils ont leur petit mergadou ou un petit truc ou un siège dépliant sur lequel ils peuvent sur 15-20 minutes en tout cas se coucher pour ne pas dormir en fait, mais au moins reposer son esprit parce que c'est le cerveau qui dirige tout pendant 20, 15 ou 30 minutes. En général, vous vous levez, vous allez vraiment faire votre petite douche, votre visage, etc. Ensuite, généralement, vous reprenez le punch et l'après-midi, vous êtes bon. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pour mes parents qui ont le nom bas, et pour les serrères, évitez de manger à ventre plein à midi. Sinon, vous ne serez capable de rien l'après-midi. Ça, c'est pour mes parents bas et pour mes esclaves serrères. Voilà, ça, c'est un ordre que je leur donne. Ne mangez pas à ventre plein à midi. Hein, d'accord, voilà, bien. Alors, donc, je crois que c'est ça. L'autre aspect, c'est comme je l'ai dit, là, c'est la dispersion géographique. Ce n'est pas parce qu'on est dans une zone résidentielle qu'il faut bien servir les clients et que quand on est dans une zone populaire, ben, on ne fait pas attention aux clients. Attention, quand on fait la même promesse au même segment de clientèle,
qu'ils soient en zone rurale, urbaine, résidentielle ou populaire, on doit leur fournir le même niveau et la même qualité de service. Voilà. Je me rappelle, je l'avais dit il y a plusieurs années à des agents de la Sonatel d'une ville très éloignée de Dakar. Quand je suis venu, j'ai demandé les mêmes exigences de normes de qualité que Sonatel proposait à Dakar. Et le monsieur m'a dit, le chef d'agence m'a dit, écoutez monsieur, ici on est très loin de Dakar, c'est pas Dakar. Je dis oui, mais c'est que c'est la Sonatel qui m'a pris comme client, qui s'est engagé sur des normes de qualité, notamment pour un même service et pour le même client. Donc, quand vous êtes là, vous êtes Sonatel. Donc moi, je m'en fous que vous soyez hors de Dakar, au centre de Dakar, résidentiel ou pas. Je demande que les normes qu'on me donne à Dakar, qu'on me les donne ici, parce que c'est la même entreprise, avec le même client, pour le même service, sur les mêmes normes de qualité. Battez-vous pour ça. Sinon, vous allez avoir, comme disait le patron de Caterpillar, je l'ai dit plusieurs fois, vous allez avoir des filiales ou des agences orphelines. Il ne faut jamais l'accepter. Voilà, bien. J'aurais bien voulu parler notamment des coûts de qualité, mais je crois que ce n'est pas forcément très important. En tout cas, pour le management de la qualité des services, identifier juste peut-être sur 2 minutes, dire qu'il va y avoir peut-être 4 éléments de coût ou 4 principaux coûts de qualité à prendre en considération. Le premier, c'est les coûts de prévention. Donc, quand vous voulez faire de la qualité, il faut travailler sur la prévention. C'est les coûts les plus importants en matière de service. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas faire du contrôle a posteriori, vous ne pouvez faire que du contrôle a priori. Donc, travailler sur la prévention, sur l'assurance qualité, la formation, la motivation, les équipements. J'avais dit qu'en matière de service, on n'utilise pas des équipements obsolètes. Et que même l'amortissement comptable, et ça je le dis à ceux qui font des business plans dans le domaine des services, l'amortissement comptable doit être divisé par 2 quand on est dans la prestation de service. Quand un ordinateur peut faire 5 ans, si moi je suis dans la prestation de service, au lieu de l'amortir sur 5 ans, je l'amortis sur 3 ans. Parce qu'au-delà de 3 ans, bonjour les dégâts, les erreurs, etc. Donc ça, que ça soit vos bureaux, tous les éléments qui entrent dans le matériel de prestation doivent être amortis de moitié ou de 2/3 ou du tiers plus petit que la durée normale. Ça, c'est très important pour éviter les erreurs. Voilà, bien. Bien sûr, les coûts d'inspection de contrôle, donc ça, vous le comprendrez. En amont, il y a tout ce contrôle a priori qui est fait. Et ensuite, il y a l'évaluation de la qualité des services. On reviendra sur ça là, dans le prochain live. Donc ça aussi, ça entraîne des coûts. Ensuite, il y a les coûts de défaillance interne. Donc ça, c'est l'ensemble des dépenses qui sont dues à la non-qualité, comme par exemple les problèmes internes, une facture qui a été mal faite, un client qui a été mal servi et vous êtes obligé de lui rembourser, les lettres d'excuses que vous envoyez, etc. Ces papiers parce que vous avez fait une mauvaise impression, etc. Tous ces éléments-là sont des coûts de référence interne. Ça coûte, il est important de les évaluer pour bien comprendre le coût de la non-qualité et d'en parler à vos collaborateurs pour qu'ils le sachent. Voilà. L'autre aspect, c'est les coûts de référence externe, c'est l'ensemble des coûts justement qui sont mobilisés pour reconquérir des clients insatisfaits. Et je vous dis que c'est très important. Je conseille aux managers d'identifier, de quantifier l'ensemble de ces coûts et de pouvoir en parler avec leur équipe. Parce que ça ne sert à rien de dire « oui, toi tu n'es pas bon, tel client est mécontent, etc. » Ça, c'est des racontards, ça n'a pas de sens. Un manager doit être factuel. C'est important de pouvoir dire « écoutez, on a perdu 2 clients la semaine dernière. » Pour pouvoir attirer ces clients, nous en sommes déjà à dépenser, notamment, par exemple, 100 000 francs, alors que ce client, pour chaque consommation, n'apporte que 10 000 francs. Okay? Donc, aujourd'hui, on est en train de dépenser 10 fois plus que la valeur de sa consommation unitaire pour le prendre. Qui va nous rembourser ces 100 000 francs? Personne. Et on n'est même pas sûr qu'avec ces 100 000, il va revenir. Donc, ça, c'est important. Et on peut même indexer un des éléments de notation ou de rémunération des représentants commerciaux par rapport notamment aux conséquences de la non-qualité. Bien sûr, il ne faut pas le faire à la première erreur, mais il faut comprendre qu'au bout de tel montant ou au bout de tel nombre de clients insatisfaits, on va commencer à vous le couper sur votre salaire parce que ça coûte à l'entreprise, c'est un coût de non-qualité. Voilà, bien. Je voudrais vous remercier très particulièrement pour votre attention. Je suis très, très heureux de vous avoir. Je suis très heureux de l'ensemble de ces personnes qui m'envoient des messages. Je suis aussi très motivé d'appuyer, d'aider, de conseiller ceux qui me contactent. Je le fais avec plaisir, voilà, en privé. Bien sûr que je ne suis ni en coach ni en consultant pour eux, mais j'essaie de les conseiller comme un grand frère le ferait pour son petit frère ou sa petite sœur. Je vous donnerai les meilleurs conseils que je pourrais vous donner, avec le cœur. Parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de faire de vous une élite de classe, une élite top. Une élite qui nous permettra demain de compter dans le monde. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, avec l'élite que nous avons dans tous les domaines,
on se pose réellement la question de est-ce qu'en ayant ce type d'élite-là, que ça soit dans le domaine politique, social, économique, culturel, est-ce qu'en continuant en ayant ce même élite, est-ce que le Sénégal ira loin? Non, on n'ira pas loin. Il est important qu'on renouvelle la qualité des élites. Du temps de Senghor, du temps de Abdou Diouf, on avait des élites énormes. L'Afrique toute entière venait apprendre au Sénégal. Toutes les personnes qui voulaient développer de nouvelles choses venaient au Sénégal. Tout le monde venait au Sénégal. Tout le monde. Aujourd'hui, pour beaucoup de choses, les gens vont dans d'autres pays africains. Même pour la négociation sur des écoles internationales ou sur des programmes africains, de plus en plus, c'est amené dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la main. Je ne crache pas sur ceux qui sont là, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Mais il est important qu'on ait des élites qui, au-delà d'avoir des compétences techniques, aient des compétences morales, des compétences éthiques. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement d'être un expert qui maîtrise la finance de A à Z ou le marketing de A à Z. Ça ne suffit pas. La compétence comprend 3 éléments. Le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-être est un élément de compétence. Ce n'est pas un plus, ce n'est pas une gentillesse, ce n'est pas une histoire de bonne éducation. Il faut qu'on le comprenne. Le fait de respecter les règles de transparence est un élément de compétence. Quand vous êtes bon en marketing de A à Z et que derrière vous êtes un corrompu, vous n'êtes pas compétent. Quand vous êtes excellent en finance ou en fiscalité ou tout, et que vous maîtrisez tout de A à Z, que vous êtes le meilleur expert mondial et que vous n'avez pas de bonne moralité, vous n'êtes pas compétent parce que c'est un élément de la compétence. Je veux que vous le compreniez comme ça. Je veux en tout cas que les jeunes qui sont avec nous, les professionnels qui sont avec nous, comprennent ces éléments-là. La moralité, l'éthique, c'est des éléments de compétence. C'est très important. Le respect de l'autre, c'est des éléments très importants. Surtout le respect de l'autre. Aujourd'hui, on en arrive à ce que des vidéos, des audios soient diffusés partout, tous les jours sur l'Internet. C'est un problème de respect de l'autre. Nous devons commencer à nous respecter et à respecter l'autre, à respecter la vie privée des autres. Malheureusement, au Sénégal, peut-être que la justice est débordée, mais tous les jours, il y a des délits qui mériteraient que les gens soient mis en prison pour longtemps. Parce que le droit à l'image est un droit consacré par la Constitution. C'est des droits individuels. Ce n'est pas parce que vous avez une liberté d'opinion que vous pouvez jeter en pâture d'autres gens. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas parce que aussi vous avez une liberté individuelle que vous pouvez dire, voilà, ça ne me plaît pas, vous balancez les images que vous voulez. Ça ne se fait pas. Et il est important que notre État prenne en charge tout ça. Si ça ne le fait pas, que nous-mêmes que nous fassions de l'autocontrôle. Que nous nous disions que les audios dans la sphère privée, on ne le publie pas. Les vidéos dans la sphère privée, on ne le publie pas. Et qu'on fasse attention à ce qu'on publie, même si c'est dans le privé, même si c'est dans une sphère privée, publique du moins. Voilà. Si vous voyez des choses importantes et que vous voulez les mettre comme ça se passe avec cette femme-là, mais au moins floutez les visages. C'est pas bon de montrer complètement toutes ces choses-là. On a pris un vieux aussi il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Ce vieux aussi a été déshabillé et tout, etc. On l'a montré. On n'a même pas flouté son visage. Donc je crois qu'il est très important de faire attention à ça. Il y a des lois là-dessus. Alors, je souhaite que vous soyez l'élite de classe, l'élite top classe, l'élite de qualité, l'élite de classe internationale qui va demain diriger ce pays et qui va nous permettre de faire partie des pays les plus importants du monde dans tous les domaines. Je vous le souhaite. Je vous remercie et passez une très très belle soirée. À très bientôt. Merci.